Namaskaram, tout le monde. Eh bien, cette terrible tâche de regarder le nombre de personnes qui ne s'en sont pas sorties aujourd'hui, malheureusement, on doit le faire. Aux États-Unis, le nombre total de cas a dépassé 1 million. Le nombre de victimes s'approche de 56 000. L'Espagne, 23 000, l'Italie, 26 000, la France, 23 000, l'Allemagne, 6 000, le Royaume-Uni, 21 000, mais leur Premier ministre a repris le travail. Une bonne chose. Iran, presque 6 000. Plus de 200 000 personnes sont mortes, 206 000 personnes sont mortes. En contraste, en comparaison plutôt, l'Inde s'en sort très bien. Le confinement a vraiment eu un impact très positif. Eh bien, nous avons moins de 900 victimes au cours des dernières 24 heures. Environ 50 personnes sont mortes. Mais, étant donné la taille et la densité de notre population, eh bien, la population de l'Inde dépasse celle des États-Unis, de la Russie, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Europe, toute l'Europe, du Japon, de la Corée du Sud, de Taïwan et Singapour réunis. Mais on a seulement 900 morts. Donc, merci à tous nos... On les appelle les combattants du Covid aujourd'hui. Une chose est que le personnel médical, les médecins, les infirmières et tous les autres font un travail fantastique. Mais le plus important, ce sont les forces de sécurité, la police, qui enseigne même Surya Namaskar dans la rue. Ils font faire à tous les jeunes Surya Namaskar dans la rue, s'ils enfreignent les normes de distanciation sociale, ou des flexions ou autres. Chapeau à eux, autrement, les hôpitaux seraient inondés. Et notre infrastructure médicale n'est toujours pas sous pression. Ils ont créé presque un quart de million de lits dédiés aux patients Covid dans tout le pays. On en est loin. Ils sont tous vides et en attente. Donc, nous devons remercier la police nationale et les agences centrales, et bien sûr les dirigeants politiques, qui se sont tous rassemblés, quel que soit leur parti politique. Ils se sont tous rassemblés et ont mis en œuvre ce confinement. Maintenant, beaucoup d'États choisissent de prolonger le confinement de quelques jours ou semaines, en fonction de leur situation. Et au Tamil Nadu, seuls 300 districts, non pardon, en Inde, 300 districts n'ont pas du tout de Covid. Dans 297 districts, aucun foyer. Seuls 127 districts ont des foyers. Dans 13 districts du Tamil Nadu, aucun nouveau cas au cours des 5 derniers jours. Merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Par-dessus tout, nous devons féliciter le peuple indien. Tout le monde pensait, ce sont les gens les plus indisciplinés et désorientés, mais ils... Au moins, personne en Inde ne se plaint. « Oh, j'ai besoin d'une coupe !» Ça, c'est encore autre chose. Donc, telle est la situation.
Eh bien, à une époque comme celle-ci, beaucoup de questions, j'étais sur la chaîne nationale à l'instant, et la question c'est toujours... Non, quelqu'un se sert de toutes les feuilles sèches pour moi, pas de problème. La question c'est toujours, comment va-t-on gérer cela? Notre état mental, comment va-t-on maintenir notre équilibre mental après ce confinement? Car beaucoup d'entre nous auront perdu nos emplois, nos salaires auront baissé, nos modes de vie vont peut-être devoir être restreints. Beaucoup de choses. Il va y avoir tout un tas de souffrances économiques pour tout le monde. Personne ne sera épargné. Donc, cela est vrai. Mais lorsqu'une pandémie balaye le globe, si après la pandémie vous êtes encore en vie, faut-il le célébrer ou en souffrir? Il faut le célébrer, vous êtes encore vivant. Ça mérite juste qu'on le célèbre, parce que ça aurait pu vous tuer. Vous pensez que tous les gens qui sont morts étaient stupides? Ils sont comme vous et moi. Quelque part, ils l'ont attrapé, et ils ne savent même pas, la plupart ne savent même pas où ils l'ont attrapé. C'est tout. Donc, si vous restez en vie, vous savez, hier je parlais à tous les présidents de différentes universités. Il y en a une, association des présidents d'université, peu importe le nom, tous les présidents d'université. J'ai parlé à ce groupe hier, ils disent, à partir de maintenant, pour parler du monde, on va devoir dire BC et AC, avant Corona et après Corona. Les universitaires se préparent à une leçon d'histoire. Donc, si c'est comme ça qu'on le voit, il est temps de comprendre qu'on a passé trop de temps à réparer le monde, le réparer au point de le détruire. Normalement, le mot réparer quelque chose signifie améliorer quelque chose, le rendre meilleur. Quelque chose qui ne fonctionnait pas, vous l'avez fait fonctionner, ça veut dire que vous l'avez réparé. Mais nous l'avons réparé d'une autre façon, de façon destructrice, à tel point que presque tout le monde sait aujourd'hui que si on continue, non, pas comme vous êtes en ce moment, en confinement. Je dis que si on continue comme si de rien n'était, dans 20, 25 ans, 30 ans, il y aura un désastre majeur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a plus aucun doute dans l'esprit de qui que ce soit là-dessus, en ce qui concerne les impacts du changement climatique et ce genre de choses. Mais on a continué. Au moins, le virus a appuyé sur le bouton pause, pas stop, le bouton pause. Regardez comme on en fait toute une histoire. Pendant 2 mois, si vous stoppez votre économie, est-ce que tout va disparaître? Non, non, ça ne marche pas comme ça. C'est comme ceci. Vous mettez quelque chose, disons que vous mettez ce récipient devant un miroir. Alors vous voyez 2 récipients. Puis vous installez une boutique avec 2 récipients, et puis vous achetez un autre miroir. Alors soudain, vous avez 100 récipients. Alors vous installez une boutique de vente en gros, avec 100 récipients. Mais alors, un orage arrive, un virus arrive, un tsunami arrive, quelque chose arrive. 50 récipients disparaissent, et vous pleurez. Mais en fait, vous n'en aviez qu'un seul. Vous en avez toujours eu un seul. Donc la richesse qui est présente dans ce monde, les possibilités qu'il y a n'ont pas disparu.
C'est juste que notre idée de la richesse aujourd'hui, c'est de la construire dans les airs. La bourse est un indicateur de notre richesse. Eh bien, c'est le genre de système économique qu'on a construit, je ne fais pas de commentaires là-dessus, mais on n'a pas besoin d'être aussi angoissé. Lorsque j'ai été interviewé par une des chaînes nationales, il y a une dizaine d'années, ils m'ont posé une question au sujet du marché boursier indien. Parce que ce jour-là, pour la première fois, je me trompe peut-être d'année, il y a peut-être 12, 13 ans, peut-être. Le marché boursier indien avait dépassé la barre des 20 000. Jamais auparavant, il n'avait atteint 20 000. Donc, ils m'ont demandé, qu'en pensez-vous? J'ai dit, voyez, mon estimation, c'est que si vous regardez les entreprises et leurs capacités, les industries, ce qu'elles peuvent produire, ce qu'elles peuvent faire, les actions, en réalité, valent peut-être 12 000. Elles devraient en être là. Mais bien sûr, on veut créer un sentiment positif. Alors on les laisse passer à 14 000. Comme des sentiments humains entrent en jeu, 14, 15 000, 20 000, c'est un peu trop. Eh bien, en 10 ans, ça a dépassé 44 000 ou 45 000 ces derniers mois. Aujourd'hui, c'est redescendu à, je crois, 28 ou 29 000, je ne suis pas trop. Aux alentours de 30 000. Tout le monde pleure, parce que beaucoup de gens ont perdu de l'argent, bien sûr. C'est douloureux pour eux, parce que c'est le jeu auquel ils jouaient. Mais essentiellement, rien n'a changé, à part des chiffres sur l'ordinateur. Donc on construit un monde comme ça. Un monde comme ça signifie, ça a toujours été dit en yoga, que avec un simple désir, vous allez créer tout un nouveau monde. Et vous pensez qu'il est réel. Quel que soit votre business, ou argent, ou richesse, ou famille, ou les histoires d'amour et autres que vous avez, tous conçus dans votre mental. À partir d'un simple désir, vous en faites un monde, et vous pensez qu'il existe. Quand il disparaît, que ça prenne la forme d'un tsunami, d'une tempête, de l'effondrement de la bourse, ou d'un virus, ou du décès de quelqu'un, soudain, vous êtes extrêmement perturbé parce que ce que vous aviez échafaudé dans votre mental a simplement disparu. Pas seulement vous. Vous vous rassemblez tous et fabriquez la même chose. Là, c'est comme si c'était réel, c'est comme une religion. Tout le monde se retrouve, construit la même image dans son mental, ça devient réel, ils commencent à voir le paradis, ils discutent de la même chose entre eux, ils construisent une toute nouvelle création à eux. Si quelqu'un de l'extérieur arrive et pose des questions, en général, il le tue parce que il menace la bourse. Il va faire s'effondrer le sentiment complètement. Donc il va à coup sûr y avoir de la souffrance en termes de... Ce qui me préoccupe, ce sont les plus pauvres qui pourraient être privés de leurs moyens de subsistance. Mais ils vont... En général, ils sont assez ingénieux, ils vont trouver une solution avec un peu d'aide en les aidant pendant 3-4 mois. Ils vont trouver une solution d'une manière ou d'une autre. Mais en ce qui concerne les choses dont on profite, ça pourrait être un pas en arrière. Disons, si nous regardons en arrière, la façon dont on vivait il y a 10 ans, tout ce qu'on avait, je ne parle même pas d'une génération, il y a seulement 10 ans, où on en était et où on en est aujourd'hui. On a beaucoup plus de choses. Si on nous laisse encore 10 ans, on aura beaucoup plus de choses et ça va continuer sans fin. Mais sur cette planète, il n'y a pas plus, il n'y a que tant, et il n'y a qu'un seul récipient. Le reste, ce ne sont que des images dans le miroir. Maintenant, il y a 10 ans, étions-nous dans un état de privation? On allait bien.
Je vous le dis, si vous regardez 100 ans en arrière également, quand personne n'avait rien de tout ça, même à cette époque, ils allaient bien. Si vous regardez 10 000 ans en arrière, même là, quand ils vivaient dans la jungle et autres, là aussi ils allaient bien, à leur façon. Ils ne conduisaient peut-être pas de voiture, ils n'étaient peut-être pas sur WhatsApp, mais ils ont trouvé leur propre truc. Ils ont développé une grosse voix et se sont hurlés dessus, ou joué du tambour, ou fait quelque chose, d'accord? Mais eux aussi ont vécu une vie complète, à leur propre manière. Donc, l'économie régresse, c'est juste que l'ajustement est douloureux. Et ceux qui sont un peu fragiles pourraient être écrasés dans le processus, c'est le seul souci. Autrement, le fait que l'économie régresse n'est pas un souci véritable, ce n'est pas un souci réel, ça va. Et de toute façon, comme on peut le voir, tous les oiseaux et animaux sont en train de dire « Let's make the planet great again ». Je pense que c'est un bon slogan de campagne la prochaine fois. Redonnons sa grandeur à cette planète. Si les êtres humains aussi disaient la même chose, ce sera fantastique. La machine économique ne fait que tourner, tourner, tourner. Vous ne pouvez pas la réparer quand elle est en marche, parce qu'elle tourne. Maintenant, ce virus a mis la machine économique en pause, à l'arrêt. C'est le bon moment pour la réparer, c'est le bon moment pour la réorganiser, parce qu'elle s'est arrêtée. Si vous ne la réparez pas maintenant, quand elle va se remettre en marche, allez-vous la réparer? Certainement pas. Donc c'est le bon moment. Je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain, mais c'est le bon moment pour commencer à réfléchir. Comment faire tourner ce monde autrement? Actuellement, la façon même dont on le mesure, c'est juste, plus vous avez, plus vous réussissez. Quelque part, nous devons créer cela. Quiconque a trop est un fichu idiot dans le monde. Oui, mais ce n'est pas arrivé. Ceci est arrivé à l'époque de Lao Tzu. Le roi trouvait Lao Tzu si sage, il lui dit, « Vous devez être mon ministre, parce que vous êtes l'homme le plus sage de ce pays. Qui d'autre? Vous devriez être ministre. » Lao Tzu dit, « Voyez, je ne suis pas fait pour ce genre de choses. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. » Le roi dit, « Non, 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 vous êtes l'homme le plus sage de ce pays, donc c'est vous qui devez être ministre. » Alors Lao Tzu dit, « Voyez, si je suis ma sagesse, les mesures que je prendrai pourraient ne pas être favorables, ni à vous, ni au peuple, de nombreuses façons. Si j'agis selon ma sagesse, vous et beaucoup d'autres pourraient ne pas être d'accord. » Il dit, « Comment pourrais-je désapprouver votre sagesse? Je suis devenu l'un de vos plus grands fans, ou l'un de vos dévots. Comment ne serais-je pas d'accord avec vous? J'admire votre sagesse. Ne vous tracassez pas avec ça, vous devenez ministre. » Ils le font ministre. Quelques mois passent et puis il se passe ceci. Un jeune homme qui travaillait dans la maison d'un homme très riche, presque une sorte de palace, vole un bijou de la maison. Le bijou avait été laissé à l'extérieur dans le jardin par la fille de l'homme riche, et un oiseau s'en empare et va se poser sur un arbre. Donc le bijou est sur une branche et il le laisse là. Le garçon voit ça, le jeune homme qui travaille là, il pense, ce n'est pas moi qui le vole, l'oiseau l'a déjà volé. C'est sur l'arbre. S'il l'avait laissé tomber à l'extérieur de l'enceinte, n'importe qui aurait pu le ramasser. Mais il est sur l'arbre, et il a vraiment besoin d'aide financière. Donc il le ramasse et essaie d'aller le vendre, immédiatement attrapé. Alors l'homme riche veut qu'on lui coupe la tête. Je veux sa tête. Donc on l'amène au tribunal, Lao Tzu
est le juge ce jour-là. Il voit ça et dit, l'homme riche doit recevoir 50 coups de fouet, et le pauvre doit recevoir 10% de la fortune du riche. L'homme riche s'emporte. C'est quoi ces histoires? Ce type a volé un bijou chez moi, et je reçois 50 coups de fouet, et je lui donne 10% de ma fortune. Il va voir le roi. C'est quoi ces histoires? Le roi est choqué. Pourquoi Lao Tzu, l'homme le plus sage du pays, ferait-il une telle chose? Alors il appelle Lao Tzu et dit, « Qu'est-ce qui se passe? Je ne remets pas votre sagesse en question, mais sur quoi ce jugement est-il fondé ?» Alors Lao Tzu dit, « Tout d'abord, pourquoi cet homme a-t-il tant amassé que lorsqu'un bijou précieux disparaît, il ne s'en rend même pas compte? Ça veut dire qu'il a trop. Il a volé à tout le monde. Donc il a besoin de 50 coups de fouet. Et l'homme pauvre, j'ai regardé ses conditions de vie. Il a besoin de 10% de la richesse, donc ils doivent lui être donnés. Et il a été traumatisé, pensant que sa tête allait être coupée. C'est pour ça que l'homme riche doit payer, et que 10% de sa richesse doit aller à cet homme. Le roi le regarde et dit, « S'il vous plaît, vous devez démissionner. Votre sagesse, je l'apprécie, mais on ne peut pas diriger cette nation en suivant votre sagesse. » Donc, nous nous plaignons tout le temps. Mais voyez, les oiseaux sont en train de dire « rendons sa grandeur à la planète ». Eh bien, tout le monde en parle, que même à Delhi, l'air est sain, les gens se sentent bien. Et depuis le Punjab, ils arrivent à voir les pics de l'Himalaya pour la première fois en 20 ans. Ils étaient sans cesse embrumés par de la fumée. Maintenant, avec le confinement, ils sont capables de voir l'Himalaya. Pendant des millénaires, les gens ont vu l'Himalaya, depuis le Punjab, depuis Delhi, de tous ces endroits. Mais maintenant, on ne peut plus parce que c'est enfumé tout le temps. Donc maintenant que vous regardez l'Himalaya, et que vous l'appréciez même et commencez à en profiter, n'est-ce pas le moment de réajuster combien de machines devraient tourner, quel genre de travail on devrait faire, ce qu'on ne devrait pas faire, ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire? Peut-on vivre avec un peu moins? Tout le monde devrait y réfléchir. Si vous en faites une loi, ça devient moche. Si ça a lieu consciemment, c'est fantastique, vous savez. Donc, c'est à coup sûr un bon moment. Si on veut faire ça, ça ne va pas arriver de l'extérieur. Parce que, vous savez, la grande expérience, Karl Marx, je ne sais pas combien d'entre vous sont familiers avec lui, parce que pour ceux d'entre vous qui viennent de l'Ouest, c'est un diable. En Inde, à une époque, tout le monde lisait Marx, plus maintenant. Ils ne lisent que des BD ces jours-ci. Donc Marx est un être humain très compatissant. Il pensait que si le communisme était introduit dans sa forme la plus pure, pas comme il est actuellement, c'est-à-dire que tout le monde vit selon ses besoins, et la vie est fantastique. Cela ne peut se produire que si les êtres humains ont énormément de considération, de respect et d'amour les uns pour les autres. Mais il a pensé qu'il pourrait y arriver politiquement. Et quel gâchis! Quel gâchis! Car partout où ils ont essayé d'introduire le communisme, le nombre de personnes qui sont mortes à cause de ça est incroyable. Au XXe siècle, plus de 100 millions de personnes sont mortes pour cette seule idéologie. Mais c'est pour le peuple. Toute cette idéologie concerne le peuple, l'importance des gens ordinaires.
plus de 100 millions de personnes. Ils ne peuvent pas être rois, et il n'y avait pas 100 millions de rois. Des gens ordinaires qui sont morts, 100 millions de personnes. Donc, c'est parce que une grande idée, vous essayez de l'appliquer de la mauvaise façon. C'est un désastre. Cela peut être fait de bien des manières, mais aujourd'hui, la raison pour laquelle le communisme a échoué, c'est que Marx en savait peut-être énormément sur l'économie et tout ça, mais il n'a pas réussi à comprendre la nature humaine. Il croyait sincèrement, il en parlait ouvertement, que la première nation qui deviendrait communiste serait les États-Unis. Comme il s'est trompé. Monsieur Sanders essaie, mais ça ne va pas arriver. Il pensait, les nations les plus riches du monde vont devenir communistes. Ensuite, elles vont partager avec tout le monde, et nous allons créer un monde merveilleux. Excellente idée. Mais ce sont toujours les pauvres parmi les pauvres qui sont devenus communistes partout dans le monde. Aujourd'hui encore, ce sont toujours les pauvres parmi les pauvres qui sont communistes. Ce que cela signifie essentiellement, c'est que ceux qui ont quelque chose ne veulent pas partager. Ceux qui n'ont rien veulent partager. Donc au final, au lieu de devenir une grande philosophie romantique, ça devient juste un grand pillage idéologique. Donc, vous êtes riche, je n'ai rien, je vais parler de partage, on sait d'où le partage viendra, vous n'êtes pas d'accord, on va vous couper la tête et la partager entre nous. Ça devient un pillage idéologique, malheureusement. C'est comme ça que ça s'est terminé. Ce qui était une grande philosophie, à cette époque, toute personne pensante dans le monde était tellement excitée par le communisme, ils pensaient, c'est la plus grande des idéologies, le monde va changer. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit, parce que ceux qui ont ne veulent pas partager, ceux qui n'ont pas veulent partager. C'est devenu une idée épouvantable. Donc, ceci est arrivé. Je ne vous ai jamais parlé de l'enfance de Shankaran Pillai, si? Non. Shankaran Pillai, à l'âge de 12 ans, un jour il sort et rapporte un billet de 100 roupies. À cette époque, 100 roupies, c'est beaucoup d'argent. Et il arrive avec un billet de 100 roupies et il dit qu'il l'a trouvé dans la rue. Sa mère le regarde et dit, « Tu l'as vraiment trouvé dans la rue ?» Elle vérifie simplement si le garçon a volé l'argent ou autre. Il dit, « Non maman, je l'ai bel et bien trouvé, il était dans la rue. J'ai même vu cet homme qui le cherchait. » Donc, si ça vient de l'extérieur, ça va tourner au vinaigre. Même maintenant, je parle de réagencer notre économie, ça ne devrait pas avoir lieu de l'extérieur, ça va à nouveau mal tourner avec des lois et de force. Cela ne va pas marcher. Ça doit avoir lieu avec un certain sens de l'inclusion. Quand Parvati est allée vers Adiyogi, c'est une femme fière, une princesse. Donc elle voit les Saptarishi assis là, très dévoués et impliqués. Des années passent, Shiva parle et parle, essayant de transmettre cette science. Chaque étape leur prend tellement de temps pour comprendre, saisir, éprouver, absorber, ça prend du temps. Mais le privilège d'être une épouse lui donne un petit peu d'arrogance. Alors,
Elle dit, moi aussi je veux savoir ça. Mais Adiyogi sait qu'elle ne restera jamais assise comme ça devant lui pendant des années et des années, à apprendre, pas à pas. Il la regarde et dit, viens t'asseoir ici. Alors elle pense que c'est une insulte, ça veut dire que tu doutes de mon intellect, tu dis juste, viens t'asseoir sur mes genoux. Il dit, non, non, viens. Puis, il la touche de 114 façons différentes, et elle devient une partie de lui. En étant une partie de lui, elle sait tout ce qu'il sait, mais elle conserve tout de même sa nature individuelle. C'est la seule façon de transformer le monde. Il faut les toucher de telle sorte que quelque part, il y ait une certaine intégration, une certaine union, une certaine inclusion. Lorsqu'il y a de l'inclusion, alors il n'y a pas besoin d'utiliser la force pour changer quoi que ce soit. En ce moment, de toute façon, la force a été appliquée par le virus. Je parle de profiter de cette situation, mais à moins que toutes les nations ne s'y mettent, ça n'arrivera pas, parce qu'on a toujours peur que quelqu'un parte en courant et nous devance. Ce problème est là. Donc nous devons faire l'appel des oiseaux. Rendons sa grandeur à la planète. Ce que les oiseaux disent, si le même bon sens pénètre chaque esprit humain, et que nous commençons tous à penser en termes de rendre sa grandeur à la planète, plutôt que rendre sa grandeur à mon pays, parce que, comme je l'ai dit, au nom d'une idéologie, 100 millions de personnes sont mortes en un siècle. Au nom des religions auxquelles vous croyez, personne n'a compté. Combien de millions de personnes sont mortes? Un nombre sans fin de personnes sont mortes. La deuxième plus grande tyrannie est le nationalisme. Au nom de la nation, les gens meurent, aujourd'hui encore, ils meurent fièrement. Oui, il est très nécessaire en ce moment de protéger les frontières d'une nation, la souveraineté d'une nation, parce que mon morceau de planète contre ton morceau de planète, ces luttes continuent. D'une manière ou d'une autre, nous devons assouplir les frontières des nations. Les frontières nationales doivent être assouplies. Cela n'est pas possible quand il y a tant de disparités économiques. Si l'on parvient à raisonnablement les équilibrer, c'est comme la poule et l'œuf, qui devra arriver en premier? Non, toutes ces choses doivent avoir lieu ensemble, quelqu'un devra avoir la sagesse de rassembler toutes ces choses. Si les frontières nationales deviennent, pas totalement effacées, au moins un peu assouplies, alors, qui va construire une armée? Pourquoi? Vous savez, selon les situations intérieures, vous pouvez avoir une force, mais vous n'aurez pas les méga-forces d'aujourd'hui, qui sont capables de détruire la planète énormément de fois. Ils ont suffisamment d'armement. Même la prochaine planète sur laquelle on pourra aller, supposez qu'on aille sur Mars et qu'on veuille la détruire, pour elle aussi nous avons assez de bombes et d'armement et tout. Donc on est prêt à détruire 3 planètes, mais on n'en a qu'une. Vraiment avant-gardiste. Donc, nous devons... On ne sait pas si ça aura même lieu à cette génération, mais si cette génération commence à penser dans cette optique, peut-être que la prochaine génération la mettra en œuvre. Si cette génération commence à penser, voyez, une fois que vous commencez à penser dans une certaine direction, consciemment ou inconsciemment, vous allez commencer à aller vers là. Vous n'avez pas forcément à marcher de force dans cette direction. Une fois que vous avez commencé à penser, disons que vous avez commencé à penser aux montagnes Veliangiri, montagne Veliangiri, montagne Veliangiri, sans le savoir, vous serez quelque part par ici. C'est comme ça. C'est la nature d'un être humain. Donc nous devrions amener les gens à penser au-delà des limites et des frontières que nous avons établies, et par-dessus tout, ce besoin sans fin que nous avons créé. Une chose importante pour que cela ait lieu, c'est qu'on doit détruire. Je dis cela très consciemment, très consciemment.
Pour tous ceux, comme je souris, les gens pensent que je ne suis pas sérieux, je suis très sérieux. Nous devons détruire le système éducatif actuel si nous voulons faire des choses véritablement positives pour l'environnement, car c'est là que réside la clé. Non, je ne vérifie pas si je suis positif ou négatif. C'est une des fleurs les plus parfumées que vous trouverez dans le monde. Alors, vous savez, c'est l'une des manières de vérifier si vous êtes contaminé par le virus ou pas. Je peux sentir un parfum délicat. Eh bien, le virus danse partout sur la planète. C'est une danse de la mort. Eh bien, en moyenne, au cours de cette dernière semaine, les États-Unis se maintiennent à plus de 2000 morts pour plus d'une semaine, si je ne me trompe pas. Dépasser les 45 000, c'est ça? 42 000 morts, rien qu'aux États-Unis. La France a dépassé les 20 000 morts. L'Inde tend vers les 600. Mais l'assouplissement, juste la promesse de l'assouplissement, que la plupart des États ont refusé parce qu'ils savaient, dès qu'ils ouvrent un peu, alors tout le monde tente de se faufiler à travers l'interstice. Déjà des bouchons autour de Delhi. Tout le monde dit qu'ils sont en déplacement d'urgence. Leur propre sorte d'urgence, vous ne pouvez pas... Vous savez, tout le monde pense que son travail est important, leur petite entreprise, leur travail, leur famille, ou quoi que ce soit. Donc, maintenir un confinement effectif, quel sera son degré d'efficacité au fil du temps? C'est un énorme défi et une vraie question. Singapour a déclaré un confinement jusqu'au 1er juin. Beaucoup d'experts suggèrent à l'Inde de rester fermée jusqu'à la fin mai. Mais je ne pense pas que l'Inde étant en grande partie une nation agricole, à cette époque de l'année, on ne peut pas vraiment confiner. 65% de la population est impliquée dans l'agriculture ou une activité qui s'y rattache. Et l'agriculture est quelque chose qui doit se faire à l'heure parce que les saisons changent sans nous attendre. Donc, il y a des défis. Une fois que l'assouplissement se fait, comment le virus va se comporter. Mais la bonne nouvelle est que l'ICMR dit que 80% des personnes qui entrent en contact avec le virus peuvent ne présenter aucun symptôme ou des symptômes très légers, c'est tout pour eux. C'est simplement qu'ils vont porter le virus et le transmettre à quelqu'un. Donc je pense que nous devons confiner tous ceux qui ont plus de 55 ou 60 ans. Et ceux qui sont plus jeunes peuvent aller travailler, quelque chose comme ça. Les populations vulnérables doivent rester confinées pour limiter la mortalité. Les autres peuvent reprendre l'activité économique ou quelque chose, je ne sais pas, il n'y a pas de solution parfaite. Tout est cruelle décision à prendre, des décisions très cruelles. Qui doit mourir, celui-ci ou celui-là? Quelle sorte de décision est cela? Mais malheureusement, c'est ce qu'on a été forcé de faire. Les hôpitaux en Inde ne sont pas vraiment submergés. Ils ont créé plus de 100 000 lits disséminés à travers le pays, juste pour ceux qui sont infectés par le virus. Mais on a seulement
identifié un peu plus de 18 000 cas positifs, dont la plupart sont en quarantaine chez eux. Donc, pour anticiper une surcharge de patients, tous les hôpitaux sont en attente, comme ça. Mais il n'y a concrètement pas de surcharge pour le moment. J'espère que ça va rester comme ça et passer comme ça. Je ne connais pas le pouvoir de la mousson, peut-être qu'elle va tout nettoyer, j'espère. Il n'y a aucune preuve nulle part que la pluie va tout nettoyer. Mais vous savez, c'est l'espoir d'un Indien du Sud. Parce que les gens du Sud ont toujours cru que, peu importe ce qui se passe dans le monde, la péninsule de l'Inde du Sud survivra. À une époque, on appelait cette terre Jambu Dweep. Ça veut dire, c'était une île dorée, parce que, au nord, protégée par les montagnes de l'Himalaya, au sud, protégée par l'océan Indien, c'était une terre d'abondance, à tous les égards. En termes de biodiversité, aucun autre endroit n'est aussi riche que ça. C'est même plus que la forêt vierge d'Amérique du Sud. En termes de ce qu'on trouve dans le sol, eh bien, on le détruit systématiquement, ça c'est une autre affaire, mais c'est comme ça. Donc, la tradition et la culture ont construit cela. Dans le Sud, peu importe ce qui arrive, on sera toujours protégé. Et on ira bien, parce que Shiva lui-même vient du Sud. Je ne sais pas, quand je vais aux États-Unis, même aux États-Unis, les gens du Sud pensent qu'ils sont les meilleurs. C'est les vacances d'été. Dans une famille nombreuse du Sud. Vous savez, en général, ce sont de grandes familles. Tous les cousins et les frères et sœurs sont tous arrivés là, plus de 40 personnes. On était comme ça quand on était jeunes, nous étions environ 36, vivant dans différentes parties du pays, mais tout le monde se rassemblait pour l'été. Donc, ils arrivent tous dans un grand rang. Tante Mathilda, qui est douée avec les enfants, essaye de leur expliquer qu'absolument toutes les vertus, la bonté, la douceur, la politesse, l'amour et la compassion, toutes viennent des gens du Sud. Alors un adolescent sceptique, un des garçons, demande, « Tante Mathilda, est-ce que Jésus aussi venait du Sud? Était-il du Sud ?» Alors elle le regarde. Vous savez, ça serait un peu exagéré de transporter un homme de la Palestine au Texas. Elle dit, non, mais il était suffisamment bon pour en être un. Donc, nous avons notre propre biais en Inde du Sud. La nature a soutenu ce biais, avec sa biodiversité, avec son abondance, avec sa culture, toutes sortes de choses. Donc, les gens du Sud pensent qu'ils vont survoler cette situation également. Le Kerala, qui était l'un des premiers États qui a connu un maximum de contamination, parce que des gens sont venus d'ailleurs, les a très bien contenus et reprend les affaires. Je parle à différentes personnes dans l'administration du Tamil Nadu, eux aussi sont très confiants, qu'ils vont gérer ça
ces 2 prochaines semaines, et qu'ils reprendront les affaires. À part un groupe très déterminé qui a créé beaucoup d'anomalies, ils disent, sans ce groupe, à l'heure qu'il est, on aurait repris les affaires, complètement. Donc, cette confiance n'est pas complètement infondée, elle tient sur quelque chose. Et nous voici dans la nature vierge du Sud. Donc je pense qu'on va bien s'en sortir. C'est juste que j'espère qu'on y arrivera avec le moins de dégâts possible. Malheureusement, tout un tas de soignants succombent au virus dans le monde entier. Et aussi, malheureusement, certains groupes de gens en Inde attaquent les médecins et les infirmières quand ils vont les soigner. Ce sont des aberrations tragiques. Autrement, la communauté des soignants fait un travail fantastique. La police en Inde est devenue exemplaire pour faire respecter la discipline à tous, et eux-mêmes font preuve d'énormément de dévouement et d'engagement. Et les dirigeants politiques en majeure partie, quasiment, vous savez, en très grande partie, ils dépassent leur mesquinerie habituelle et sont vraiment au travail. Si on reste comme ça, je crois qu'en utilisant le virus, si on reste comme ça, dans 2 ou 3 ans, l'Inde sera à un tout autre niveau. Donc, l'été est une période où, en Inde du Sud, la vie se fait un peu paresseuse, juste la chaleur. Même le paysan va au champ à 4h30 du matin, et il termine à 8h30, 9h, se repose durant la journée, puis recommence à 15h30, 16h, et travaille jusqu'à 19h, puis s'arrête. Parce que c'est l'époque où notre relation au soleil est très intime. Oui, parce qu'il est chaud, il fait chaud, c'est tout. C'est une intimité, c'est une relation très chaude. Comme nous sommes à 11 degrés de latitude et que la planète est inclinée comme ça, notre relation avec le soleil, à cette période où on va vers le solstice d'été, devient de plus en plus intime. D'ici le 14 mai, nous aurons ce qu'on appelle Agni Nakshatram, ce qui veut dire qu'une étoile vraiment ardente va flamber. Ce n'est pas pour toute la planète, c'est pour cette bande de la Terre, cette latitude, vraiment en feu. Mais c'est le meilleur moment pour toute vie. Parce que toute vie, quand je dis toute vie, la majeure partie de la vie sur cette planète est végétale, vous devez comprendre ça. Toute vie veut dire... Non, non, on parle de la vie. Vous, un événement récent, une certaine nuisance, de sorte que personne ne peut vous ignorer. Voyez, quand quelqu'un est une grande nuisance, personne ne peut l'ignorer. Vous pouvez ignorer les meilleures personnes dans le monde, mais quelqu'un qui est une vraie nuisance, vous ne pouvez l'ignorer. Dans ce contexte-là, les êtres humains se démarquent, parce qu'on est une grande nuisance sur cette planète, en ce qui concerne les autres vies. Vraiment. Si vous étiez un arbre, si vous étiez une fourmi, si vous étiez une sauterelle, si vous étiez un éléphant, si vous étiez un tigre, vous vous diriez à coup sûr, « Qui c'est cet idiot ?» Allô? À coup sûr. Même maintenant, il le pense. Il le pense certainement, voyez. Maintenant, beaucoup d'entre eux se mettent à marcher dans la rue, et
Il y a toutes sortes de vidéos qui circulent, des tigres couchés sur la route, des lions couchés dans la rue, toutes sortes de choses. Des panthères qui se promènent à Hyderabad, des panthères qui se baladent dans les rues de Mysore. Ils ont toujours été là, mais parce qu'on était une telle nuisance, ils se tenaient à l'écart. Maintenant qu'on reste chez nous, ils explorent la ville. Donc, cette existence humaine est différente, mais toutes les autres vies aiment l'été, car la vie se passe au mieux. Il y a un maximum de croissance. La seule chose c'est que, de temps en temps, il faut un peu d'eau. Jusqu'à présent, ça a été formidable parce qu'il a plu 2 fois en avril. C'est juste fantastique. Vous pouvez voir la santé de la montagne, ça vous dit comment se porte la vie. Si ces 2 pluies n'étaient pas là, les montagnes seraient marron. Elles sont toutes vertes et luxuriantes. On a juste besoin d'une grosse averse de plus, vers la fin de ce mois ou la première semaine de mai. Et l'été sera bon pour nous, parce que la 3e ou 4e semaine de mai, les vents de la mousson seront de retour. Donc, l'été est une période magnifique parce que tout pousse à plein régime. Tous les arbres revêtent un nouveau manteau de feuilles. Eh bien, en fait, si on avait permis tout un tas de si le monde, si au moins le Tamil Nadu ressemblait au centre Isha Yoga, s'il y avait autant de verdure dans tout l'État, eh bien, les températures ne grimperaient pas autant, et l'été serait une période formidable. Il n'y a que quand vous êtes dehors au soleil que c'est un peu épuisant. Mais à l'ombre, c'est très bien, parce que tout bourdonne, toutes les nouvelles feuilles, énormément d'oxygène dans l'air, parce que les arbres se sentent très heureux. La seule chose, c'est qu'une fois tous les 15-20 jours, au moins une fois toutes les 3 semaines, une attaque. Et on passe l'été. Eh bien, en parlant d'été, j'ai griffonné quelque chose pour... Est-ce que je vous torture avec mes poèmes? Vous pouvez me le dire, d'accord? Pas de problème. Ça s'appelle été. Fragrance of flowers, keeping bees and birds busy and happy. Fragrance of flowers, keeping bees and birds busy and happy. Crickets going gee day and night about something they gained or lost. Crickets going gee day and night about something they gained or lost. Breeze ever so either to spread the coolness it carries or hold it to itself. Breeze ever so hesitant, either to spread the coolness it carries or hold. You can be fragrance or filth, can lose or gain, air or shed. You can be fragrance or filth, lose or gain, air or shed. All Tamil people are clapping. Thank you. Cette question est de Sarah. Namaskaram Sadhguru. Le karma est notre action. Comment devrait être notre action pour qu'elle nous libère plutôt qu'elle nous emprisonne? La plupart d'entre nous ne savons pas reconnaître si une action est compulsive ou consciente. Comment acquérir ce discernement pour ne réaliser que des actions conscientes? Il ne me reste plus qu'un jour de travail. Je suis en train de finir le livre sur le karma, qui est publié par Random House aux États-Unis. Il va être publié dans le reste du monde, mais pas en Inde.
Parce qu'on parle de karma depuis des milliers d'années, vous devriez avoir compris. Sarah ne sonne pas très indien, donc je pense que ça va, mais je pense que c'est une conspiration pour avoir le livre gratuitement, tout de suite. Plus qu'une journée de travail et il sera achevé. Il y a de nombreuses façons d'aborder cela. Comment devrais-je agir? Karma signifie, comprenons ceci, karma ne veut pas seulement dire faire quelque chose dans le monde. Vous êtes assis ici, vous faites du karma. Le karma d'être assis ici. Le corps fonctionne, il respire, en absorbant de l'oxygène, en rejetant du dioxyde de carbone. Cet arbre vous bénit parce que vous rejetez assez de dioxyde de carbone. Supposez que vous aussi, vous le stockiez en vous et fabriquiez un diamant pour pouvoir le donner à quelqu'un. Non, non, carbone, non? Alors l'arbre vous regarderait et dirait, « Quelle ruse! Même le dioxyde de carbone, tu le gardes pour toi. » C'est une sorte de karma, je vous le dis. J'essaie de parler sans empiéter sur le livre, parce que ça pose certains problèmes. Donc si vous êtes assis ici et respirez, en ce qui concerne l'arbre, vous faites un bon karma. Vous ne le savez pas. Vous pouvez aussi en être conscient. L'arbre me donne de l'oxygène, je donne du dioxyde de carbone. Est-ce que ça veut dire qu'il faut respirer fort? Non, pas du tout, vous respirez juste. Ça a de toute façon lieu. Donc, du karma physique a lieu. Le karma mental est toujours en marche, chez la plupart des êtres humains, quasiment tout le temps. Le karma émotionnel a lieu, le karma énergétique a lieu, autrement vous ne seriez pas en vie. Donc le karma a lieu. Ce n'est pas nécessairement ce que vous faites, consciemment, ça a tout simplement lieu. La vie est karma. Si vous voulez devenir Naish Karma, ça signifie... Les gens pensent pas de karma. Si vous voulez devenir pas de karma, une telle chose n'existe pas. Vous pouvez devenir un karma très minime. Donc, un accro du canapé, est-il Naish Karma? Non, non. La léthargie est une quantité énorme de karma, parce qu'être léthargique exige beaucoup de travail. Au sens où vous allez devoir générer beaucoup d'explications pour tout et vous convaincre que vous n'avez pas besoin d'y faire quoi que ce soit. En ce moment, le virus se promène, quelqu'un est en train de mourir autour de vous. Vous devez faire quelque chose en vous pour ne pas répondre à cela. Autrement, il est naturel pour vous d'y répondre. Donc, être un accro du canapé n'est pas Naish Karma. Eh bien, un yogi peut atteindre un état de quasi-hibernation, où tout est minimisé, mais il n'est quand même pas libéré du karma. Il peut avoir un nombre inférieur de respirations par minute. Vous respirez peut-être 12 à 15 fois par minute. Lorsque quelqu'un est simplement assis, cela peut descendre à peut-être 3 respirations, peut-être 6 ou 8. Mais vous ne pouvez aller en dessous, vous pouvez même vous arrêter un certain temps, mais seulement un certain temps. Si vous restez sans respirer, pas en vous retenant, mais juste en ralentissant le métabolisme, alors lentement, un autre niveau de karma va commencer à se développer dans le corps. Quand ça a lieu, il va de toute façon respirer. Il peut à nouveau s'arrêter de respirer, ça va à nouveau reprendre. Donc de cette façon, vous pouvez minimiser, mais vous n'êtes quand même pas libéré. Vous allez devoir vous lever pour boire un peu d'eau ou avaler quelque chose. Lorsque vous ingérez quelque chose doit sortir. Toutes ces choses sont des karmas. Donc comment gérer cela? Eh bien,
Que pensez-vous qu'on a fait avec vous, avec ingénierie intérieure? Qu'est-ce que c'est d'après vous? C'est simplement ceci. Beaucoup d'entre vous, presque tous, lorsque vous avez fait le programme ingénierie intérieure en ligne, vous ne faisiez encore aucune pratique. Ou vous avez commencé le programme, les 2 premiers jours, pas encore de pratique, on est encore en train de vous parler. Soudain, au bout de 2 jours, soudain vous avez un nouveau sentiment de vie et de liberté et autres. C'est arrivé à des millions de gens, je le sais. Soudain vous vous illuminez. Non pas parce que tout votre ancien karma a disparu, juste parce que pendant ces 2 jours, vous n'avez pas créé trop de nouveaux karmas. Soudain, vous vous sentez si léger et merveilleux, parce que vous ne faites pas peser un fardeau inutile sur vous-même. Donc, quel est le truc? Il y a divers aspects, je ne vais pas entrer dans tout ça maintenant. La chose la plus simple est celle-ci, votre capacité à répondre. Voyez, est-ce que je dois faire quelque chose ou pas? Si j'y pense. En ce moment, beaucoup de gens ont du mal avec ça. Disons, quelqu'un dans les parages, fort heureusement, ça n'a pas encore atteint notre panchayat, nous le gérons de manière très stricte, aucune infection nulle part à proximité. À Coimbatore, il y en a quelques... Donc disons que quelqu'un est infecté là-bas. Alors, est-ce que je dois faire quelque chose ou pas? Oh, pourquoi devrais-je? D'autres personnes vont le faire. Qui est cette personne? On ne sait pas, elle doit avoir une famille. Ils peuvent s'en occuper. Mais si l'on vous montre la souffrance de cet homme devant vous, vous allez devoir faire beaucoup de travail pour ne rien faire. Mais pour répondre comme vous le pouvez, tout le monde n'est pas capable d'aller sauver les vies de tout le monde. Mais au moins, faites ce que vous pouvez. C'est très simple. La quantité de karma que vous devez faire, de karma mental, va radicalement diminuer dans votre mental, simplement parce que vous répondez sans faire de distinction. Sans distinction en termes de réponse, mais pas sans distinction en termes d'action, parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'agir sans distinction. Dans l'action, vous êtes toujours en train de discerner parce que l'action exige des capacités physiques, de l'énergie, de l'intelligence, des moyens de la faire, du temps pour la faire, bien des choses entrent en jeu. Et ce sont toutes des choses limitées. Personne ne peut agir sans faire de distinction. Si l'on agit sans faire de distinction, on va très vite mourir. Et ça aussi, c'est un mauvais karma. Oui, ça l'est. L'activité n'est pas sans distinction, mais notre réponse est sans distinction. Où que ce soit, j'aimerais faire quelque chose. Si c'est possible, tout ce qui est possible, on va le faire. Pour ce qui n'est pas possible, on a au moins une petite intention. Rien qu'à cause de ça, vous êtes venu au programme et vous avez ressenti un tel sentiment de liberté. Les gens me demandent, « Sadhguru, comment le programme en ligne peut-il fonctionner sans la pratique ?» Je veux que vous sachiez qu'avant de venir à l'initiation à Shambhavi, vous vous sentiez déjà fantastiquement bien, simplement parce que vous avez arrêté de créer du nouveau karma. Le vieux karma n'a pas disparu dans ces 3-4 jours. C'est juste qu'il n'y a pas eu de nouvelle cargaison. Pour le vieux karma, à vrai dire, il suffit juste de vivre. Être assis ici, respirer, vivre, le cœur qui bat, c'est suffisant pour commencer de dissoudre le vieux karma. Certaines choses ont besoin d'un coup de pouce en plus, mais la plupart vont simplement s'effacer. Si juste vous restez assis ici, respirez, vivez, le cœur battra tout seul. Vous n'avez rien à faire, ou vous le faites. Certains d'entre vous pensent que vous faites tout. Tout le problème avec les gens quand il s'agit de leur santé et n'importe, parce que tout le monde est un médecin du web maintenant, vous savez, ils font beaucoup de recherches. Pour les médecins, c'est l'enfer.
Parce que tous les patients qui viennent en savent plus sur la fichue chose que ce que le médecin est censé savoir. Le médecin sait quelque chose de plus profond parce qu'il a passé 9, 10 ans à étudier, il a l'expérience de soigner les gens. Mais ces gens ont fait des recherches, après avoir appris qu'ils ont un certain problème de santé, les 3 derniers jours, ils ont regardé tout ce qu'il y a sur Internet. Et maintenant, toutes sortes de questions, ils font leurs propres prescriptions. S'il vous plaît, donnez-moi ce médicament, les autres, je ne les prendrai pas. Il y en a tout un tas qui arrivent chez les médecins et disent « Je ne prendrai pas ce médicament, je ne prendrai que celui-là ». C'est censé être un patient très éduqué. Patient très éduqué signifie que vous allez devenir un patient à vie, vous devez comprendre ça. Oui, si vous devenez docteur à vie, c'est bien. Vous devenez un patient à vie, un patient très qualifié, qu'est-ce que c'est que ça? C'est simplement parce que vous pensez que vous faites ceci, touc, 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 vous devez vérifier combien de battements, tout le monde porte un bracelet. Eh bien, les gens me disent, « Sadhguru, vous devez faire un bilan complet, vous devez faire ceci. » Je dis, quoi? Tous les ans, je pars en trek dans l'Himalaya, je suis au Tibet, je vais à Kailash. C'est mon stress test. Si je n'y arrive pas, vous m'enterrerez dans l'Himalaya, c'est tout. Sinon, vous vivez. Parce que vous prêtez un peu attention à vous-même, vous savez ce qui se passe. Si vous remarquez que quelque chose ne va pas, alors vous allez chez le médecin et obtenez peut-être un avis un peu plus qualifié là-dessus. C'est différent. Mais être tout le temps inquiet, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Cela en soi est une maladie. Trop se soucier de sa santé est en soi une maladie, et c'est un terrible karma. Ce karma aura un effet durable sur vous. Alors, c'est tout ce qui s'est passé pendant les 3 premiers jours d'ingénierie intérieure, que ce soit en ligne ou autrement. Tout ce qui s'est passé, c'est que on vous a donné de petits outils avec lesquels vous avez arrêté de créer du nouveau karma, et tout d'un coup, vous vous sentez tellement bien. Vous avez fait ce petit devoir, ok? Le petit devoir, ce qui s'est passé aujourd'hui, 5 choses à écrire. Rien qu'avec ce devoir, vous avez prêté attention à ce que vous faites et à ce que vous ne faites pas. Tout à coup, il y a un sentiment très fort de libération. Si un programme de 2h30 peut avoir un tel impact sur vous, si vous prêtez un peu plus attention pendant ce confinement, vous pouvez juste apprendre à ne pas créer de karma. C'est simplement ceci. Votre réponse est débridée. Vous ne décidez pas ce qui mérite une réponse, ce qui ne mérite pas de réponse. Ce n'est pas votre affaire. Un oiseau, une sauterelle, une fourmi, un être humain, homme, femme, enfant, peu importe. Vous répondez. Devez-vous agir? Non. L'action discerne toujours parce qu'il y a des quantités impliquées dans l'action qui ne sont pas illimitées. Notre énergie n'est pas illimitée, notre intelligence n'est pas illimitée, nos actions en aucun cas ne peuvent être illimitées, elles sont toujours limitées. Mais notre capacité à répondre est sans limite, juste ça, juste ça. Si vous le faites, vous ne créerez aucun karma aujourd'hui. Vous n'allez pas augmenter la charge. Rien qu'en n'augmentant pas la charge, vous verrez, on se sent libéré. C'est le genre de supplice que vous vous imposez. Pourquoi croyez-vous qu'enfant vous étiez comme ça? Pourtant, vous aviez des entrepôts de karma sur le dos, mais vous souriez quand même. Maintenant, vous êtes devenu comme ça. Le virus, Sadhguru, le virus. Même avant l'arrivée du fichu virus, la plupart des gens avaient l'air si sérieux, comme s'ils sortaient de leur tombe. Oui, c'est parce que chaque jour a un peu plus d'ordures, sans fin. Chaque jour, qu'importe ce qui se passe, vous ajoutez, 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 ajoutez. Quelque chose a lieu, quelque chose n'a pas lieu. Pour tout, vous créez un bazar en vous-même, et la charge de ce bazar, juste des ordures. Vous êtes comme un camion poubelle, je vous le dis. Oui,
Mais maintenant, c'est le confinement, vous n'avez pas à amasser des ordures. C'est le bon côté du confinement. Simplement, vous ne soyez pas sélectif. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour décider ce qui mérite votre attention, ce qui ne la mérite pas? Ce qui a créé tout ceci, qui que ce soit, voyez-vous qu'un brin d'herbe est créé avec autant de soin que ce grand arbre, ou que vous-même, ou qu'un éléphant, ou qu'un tigre? Une petite créature, un tout petit insecte qui se balade là, est mieux décoré que vous? Allô? Vous devez utiliser toutes sortes de teintures. Ils sont tous très bien peints d'eux-mêmes. Donc, quiconque a créé, la création a-t-elle porté moins d'attention à ces petites créatures qu'à vous-même? Non. Donc qui êtes-vous pour décider à quoi répondre, à quoi ne pas répondre? Votre capacité à répondre doit toujours être débridée. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, eh bien, on ne peut pas venir vous l'enseigner maintenant, il y a ingénierie intérieure en ligne. Faites juste cela 3 jours, les 3 premiers jours. Ce qui est dit, laissez-le pénétrer en vous. Imprégnez-vous-en complètement. Vous verrez, en 3 à 4 jours, vous aurez l'impression de flotter, simplement parce que pas de nouvelles ordures. C'est ce qu'on ressent. Alors s'il vous plaît, faites-le. Il n'y a pas besoin de sans cesse vous charger la tête d'ordures. Parce que